parlant de la manière dont ces peuples ont été racialisés justement par la colonisation. Parce que quand on parle de génocide bantou, les détracteurs, entre guillemets, de ce narratif-là, la première chose qu'ils disent, c'est oui, mais génocide, c'est le crime des crimes. C'est-à-dire que pour qu'un peuple soit génocidé, il faut qu'il y ait ce fameux mot-là qui revient beaucoup et qui est important même du point juridique, c'est l'essentialisation. L'essentialisation d'un peuple. Et on nie en fait que les peuples bantous aient fait l'objet d'une essentialisation. Essentialisation, c'est quoi? C'est quand on considère qu'un peuple par nature, par essence, et on lui donne telle qualification généralement négative. Et quand vous entendez Trump, par exemple, qui a été, enfin, je ne sais pas si vous suivez trop, par exemple, ce qui se passe du côté des États-Unis, il a des déclarations très fortes, par exemple, qui essentialisent une communauté afro-américaine, en disant qu'à la naissance, déjà, ils sont mauvais. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme programme de rééducation, ça ne changera pas. Ça, c'est de l'essentialisation. C'est considérer que un homme, un être humain est mauvais à la naissance, par nature. Donc, quoi que vous fassiez, il ne changera pas. Du coup, c'est quoi la solution? Bah, c'est de le détruire. Donc, l'essentialisation, c'est la base, en fait, de l'idéologie génocidaire. Et les gens ont tendance à penser que quand on parle de Bantou, on ne peut pas parler de génocide parce que cette essentialisation-là qu'on connaît pour d'autres peuples, enfin, peu importe, que ce soit les Juifs, que ce soit, on a l'impression qu'elle n'existe pas chez les Bantous. Alors que bien au contraire, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Non seulement elle existe chez les Bantous, mais à mon sens, elle est tellement forte que même nous qui sommes Bantous, nous ne la voyons plus. Parce que le Bantou, c'est, pour parler vulgairement, c'est le nègre de base. C'est le noir d'Afrique subsaharienne, c'est, voilà. Et toute la colonisation s'est faite sur cette idée que si on doit hiérarchiser, on part de partant d'en bas. Le Bantou, c'est le nègre de base. Et l'essentialisation a été extrêmement, on va dire, violente, forte. Et je fais un parallèle, je vais vous passer une petite vidéo, c'est pas très long, qui dure 3 minutes, avec l'apartheid en Afrique du Sud. Pourquoi je fais ce parallèle? Parce que toutes les lois discriminatoires, meurtrières qu'il y a eu en Afrique du Sud étaient intitulées, enfin c'était le Bantu Education Act, le Bantu Labor Act, etc., etc. Ces mots, ils n'ont pas été choisis au hasard. Ça veut bien dire que Bantu, quand on dit le Bantu, ça veut dire quoi? Ben, Bantu, ça veut dire quelque chose. Demandez aux Sud-Africains, ils savent très bien aujourd'hui. Le Bantu Education Act, par exemple, c'est quelque chose qui est gravé. Et ça a été gravé non seulement dans le marbre, justement, législatif, toutes ces lois qui ont été terribles. Vous allez voir dans la petite vidéo que je vais vous présenter parce que, en fait, l'idée de faire ce parallèle-là avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est de dire que les Bantous c'est une identité. Il y a une histoire et c'est des peuples qui ont été essentialisés par la colonisation et c'est étroitement lié justement à l'exploitation, à la prédation économique dont on parle. Donc, quand nous on parle de génocide bantou, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de prédation économique, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de volonté d'exploiter, comme pour l'apartheid. Les blancs étaient là, c'était économique, mais personne ne peut nier le caractère raciste de l'apartheid non plus. Donc, et pourtant, c'est pas pour ce côté économique là que la terre entière s'est soulevée pour voilà, pour soutenir les Sud-Africains. Quand on fait le parallèle comme ça avec les lois anti-bantous de l'Afrique du Sud, c'est pour dire qu'il y a une existence, les peuples bantous ont une existence, une identité culturelle. Ils ont fait l'objet, justement, ils ont été une cible politique à un moment. Donc, juridiquement, ils peuvent constituer un groupe victime de génocide. L'essentialisation, elle existe. Des archives coloniales qui expliquent comment les bantous sont. On va vous parler de la théorie hamitique. La théorie hamitique, c'est quoi? C'est que les Nilotiques sont présentés comme étant génétiquement supérieurs aux Bantous, parce ils seraient plus proches des Blancs. Donc les Bantous, négroïdes, tout ce que vous voulez, etc., sont inférieurs. Et tout ça, c'est des schémas de pensée qui ont été ancrés dans les esprits par la colonisation. Et dans le cas qui nous intéresse ici, dans la région des Grands Lacs, ces schémas coloniaux, ils sont venus, alors pour certains, ils sont venus renforcer des choses qui existaient déjà, des schémas qui existaient déjà chez certains, on va dire, extrémistes néotiques. Pour d'autres, ils sont venus, c'est parti de là. Mais en tout cas, on a affaire aujourd'hui à des groupes extrémistes, pour dire les choses, à des suprémacistes néotiques, Tutsi au Rwanda par exemple, qui ont fait
qui ont fait leur, en fait, toutes ces théories-là, justement, toutes ces théories analytiques, etc., ces hiérarchisations des peuples. Et c'est étroitement lié à une volonté de dominer, en fait, économiquement, mais pour autant, on ne doit pas exclure le côté raciste et le côté hiérarchisation des peuples. Nous, en fait, quand on parle de génocide bantou, l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas que le méchant blanc qui vient pour chercher le minerai. Ce méchant blanc-là qui ne peut plus être avec le fouet sur place, colonisé, etc., il est obligé de passer par des proxys locaux. Et c'est beaucoup plus commode de passer par un proxy local qui a la même façon de voir les choses, qui a intériorisé cette même façon, ce fascisme quelque part. C'est une espèce de façon de sous-traiter le fascisme et de dominer à distance. Et on va switcher parce que ça sera plus simple. Une dernière source, lorsqu'on parle de racialisation, énormément d'Européens, lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, parce que avant d'arriver dans le bassin du Congo, le roi Léopold avait mis en place ce qu'on appelle l'association internationale africaine. C'était vraiment pour envoyer des historiens, des géographes, des militaires pour explorer toute la zone du bassin du Congo, mais aussi pour prendre des informations. Ils ont pris des informations grâce à Henry Morton Stanley. Beaucoup parlent de Henry Morton Stanley, mais le livre qu'a sorti Henry Morton Stanley dans les années 1700 a bouleversé énormément la perception qu'on voyait à l'intérieur de l'Afrique. Parce qu'avant le voyage d'Henry Morton Stanley, les Européens ne connaissaient pas l'Afrique à l'intérieur. Je ne parle pas de l'Afrique de côte, là où l'esclavage se passait. L'intérieur de l'Afrique, ils ne connaissaient pas. C'est Henry Morton Stanley, lorsqu'il a fait tout son voyage en parcourant le Congo et l'est du continent, il a rapporté des informations qui ont mis de base pour la racialisation des populations dites bantoues. Parce que dans son livre, il a écrit un livre qui s'appelle Le Dark Continent. Il est disponible, je crois, ils sont payés, il me semble. Vous pouvez lire qu'il a écrit noir sur blanc qu'il y a des populations en Afrique qui sont des carnivores, qui sont des sorciers, qui ne méritent pas toutes les richesses qu'ils sont dans ces pays-là, mais il y a des peuples qui se rapprochent un peu plus des populations européennes qui sont à l'est du Congo. Le livre d'Henry Morton Stanley est très, c'est un fondement de base par rapport à la racialisation. Le livre, c'est Le Dark Continent d'Henry Morton Stanley. C'est très fondamental comme livre. Et c'est bien de rappeler ça, de faire toujours ce parallèle-là, de montrer que, en gros, le néocolonialisme qu'on pourchasse aujourd'hui, cette économie de prédation-là, elle s'est toujours appuyée sur une hiérarchisation des peuples, toujours appuyée sur ça pour justifier l'exploitation des uns par les autres. Et on est vraiment en plein dans ça, quand on parle de ce qui est en train de se passer justement au Congo. Et ce que je trouve dommage dans les lectures qui sont strictement économiques et qui ne parlent que des minerais, et là où je dis qu'on ne voit même plus l'essentialisation, c'est qu'on a l'impression qu'on a affaire à un partenariat criminel donc, entre des Occidentaux qui viennent chercher les minerais et des suprémacistes locaux qui, eux, ont des velléités d'annexion, ils ont des dominations ethniques sur la région, etc., qui, en fait, servent de relais, justement, à cet impérialisme occidental. Mais nous, tout ce qu'on voit, c'est le méchant blanc avec son fascisme, et c'est très hypocrite de ne pas parler d'une idéologie aussi immonde et portée par des Africains. C'est ce que je ne comprends pas. On a l'impression que des deux attaques, on trouve que l'attaque sur le minerai est plus importante que l'attaque sur notre identité. Et ça, c'est la preuve par A plus B que cette infériorisation-là, en fait, on a tellement... on s'est approprié, en fait, on la voit même plus. Donc moi, personnellement, en tout cas, je ne comprends pas. C'est comme repartir sur le parallèle avec l'apartheid. Quand on parle de l'apartheid, on ne parle pas uniquement de la domination économique des Africains. Voilà. Donc, quand on est dans les Grands Lacs, je ne vois pas pourquoi on parlerait que des minerais, etc. Parce qu'on ne peut absolument pas faire abstraction des motivations idéologiques de ceux qui nous attaquent quand on sait tout ce que ça a suscité comme crime. En fait, c'est leur faire un cadeau. Ces proxys locaux, ces valets de l'impérialisme-là, que sont Kagame et Museveni, quand on fait abstraction totale, quand on tait leur idéologie,
on leur fait un cadeau parce qu'ils s'en sortent sur le plan juridique. Et nous, on est là à se trimballer avec un concept de génocide économique qui n'est pas reconnu sur le plan international, qui ne le sera jamais parce que les Européens se foutent littéralement de nous quand ils font semblant de croire, En fait, c'est tellement absurde. Je prends une image simple. Quand vous voyez le président du Congo actuel, bref, prendre la parole pour demander des sanctions économiques, des sanctions ciblées contre les auteurs de crimes économiques, en fait, on se demande est-ce qu'il réfléchit à ce qu'il est en train de dire. Parce que si demain, par miracle, ça passe, ils seront les premiers sur la liste justement à être condamnés parce que le premier prédateur économique du Congo aujourd'hui, c'est son gouvernement, malheureusement pour nous. Donc, quelque part, même dans leur propre intérêt, ils n'ont pas à porter ce truc qui, en fait, c'est une coquille vide juridique. Ça n'a aucun sens. Et croyez-moi, partout où on emmène ce truc, les Européens savent parfaitement que ça ne rime à rien. Mais ça donne l'illusion qu'on se bat pour la reconnaissance d'un génocide.